27,48%, c'est le taux de réussite du baccalauréat 2025. Les résultats ont été proclamés cet après-midi et le premier national décroche une moyenne de 18,15 sur 20. Fin de la 5e session extraordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel. 13 nouveaux membres font leur entrée au bureau et le président de l'institution compte sur leur apport pour atteindre les objectifs. Comité ministériel de développement de la Confédération des États du Sahel sur l'opérationnalisation de la Banque confédérale de l'investissement et de développement. Ça se passe au Niger. À l'issue des travaux, un communiqué final a été rendu public. Le compte-rendu de nos confrères du Niger dans ce journal. Mise en œuvre des recommandations, les membres du comité rencontrent le ministre de l'Énergie et de l'Eau sur la table la mise en œuvre des recommandations qui concernent le département. Bienvenue si vous nous rejoignez sur ORTM1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouverture du symposium Africa Cert and Shake 2025 au Palais des Congrès de Niamey. La sécurité numérique, la confiance en ligne ainsi que le renforcement de la coopération africaine étaient au centre de ce rendez-vous continental. Placé sous le thème Ensemble pour une Afrique numérique et sécurisée, cet événement a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le ministre malien de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, le reportage incessamment. Et je le disais en titre, les résultats du baccalauréat 2025 ont été proclamés cet après-midi à 15h sur toute l'étendue du territoire national. Sur 157 821 candidats présentés, 43 363 l'ont décroché, soit un taux de réussite de 27,48%. Pour le baccalauréat 2025, le premier national a eu une moyenne de 18,15 sur 20. Awad Koulibaly et Aruna Diarra. Du suspense à la recherche de son nom, à la joie de la réussite ou la tristesse de l'échec. C'est l'émotion par laquelle sont passés les milliers de candidats au baccalauréat 2025. Aïssa le passe à la première tentative. Son premier réflexe, passer un coup de fil. Allô, bonjour maman, j'ai eu le bac. Félicitations. Merci. Je suis vraiment très contente pour cette réussite. Elle est dédiée à mon père, paix à son âme. Je compte remercier mes professeurs. Je suis très content que j'ai eu le bac. Passé avec mon son assez bien en terminant TSS et aussi mes amis aussi. Tout le monde qui est présent ici, on a tous trouvé. Pendant que les heureux admis jubilent, c'est la tristesse chez certains. Le visage crispé, ils préfèrent s'éclipser sans aucun mot. Le diplôme en poche, pour certains, l'avenir est tout tracé. J'aimerais devenir à l'avenir architecte. Je vais faire l'université, dans le futur être planificatrice. Cette année, le Mali enregistre un taux de réussite de 27,48% contre 27,42% en 2024. Une augmentation minime, 0,06 points, mais qui reflète, selon le ministre de l'Éducation nationale, une volonté continue de redressement et d'excellence. Un très léger progrès, très léger, à peine sensible, mais qui est quand même là, dont il faut tenir compte, qu'il faut saluer comme une dynamique qui va toujours de l'avant. Le bac cette année, il a été d'une propreté extraordinaire. On aurait aimé que les résultats fussent plus solides. Mais enfin, on ne va pas faire la fine bouche. On a des résultats qui reflètent le travail qui a été effectué cette année, le travail qui a été effectué durant l'examen du baccalauréat. Il faut prendre rendez-vous avec l'année prochaine pour ceux qui vont reprendre leur année, ceux qui vont reprendre la terminale. Et tous les acteurs de l'éducation, il faut travailler à améliorer le système, à améliorer les résultats. Le major national 2025 s'appelle Oumar Djakité du lycée Mamacham en rive gauche. Il entre en salle avec 18,14 de moyenne, en sort avec 18,15. Une progression infime, mais suffisante pour écrire son nom au sommet.
Félicitations Bachelier. Un autre titre de ce journal, renouvellement partiel du bureau du Comité économique, social, environnemental et culturel, était à l'ordre du jour de la 5e session extraordinaire dont les travaux ont pris fin aujourd'hui. 13 nouveaux membres font leur entrée au bureau. Le rapport dans la redynamisation de l'institution est vivement attendu par le président Katilé au bénéfice des populations. Le compte-rendu de Alocénie Touri. Débuté lundi dernier, la 5e session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel avait à son ordre du jour le renouvellement partiel du bureau. Dès le premier jour, les conseillers de la République ont procédé à l'élection du vice-président, du premier et du deuxième secrétaire du bureau. Au fil des jours, les présidents et les rapporteurs des 5 commissions thématiques ont été élus. À ce jour, le bureau du CESEC est au grand complet. Ce bureau, désormais investi de la confiance des conseillers de la République, porte la lourde mais noble responsabilité de conduire la 6e mandature à bon port, avec exigence, vision et efficacité. Cependant, le CESEC est en attente des textes permettant son bon fonctionnement. Nous attendons la loi organique avec beaucoup d'impatience pour que nous puissions, à travers les missions qui nous ont été vraiment confiées par la Constitution, nous puissions mener à bien nos activités. Conformément à la loi qui le crée, le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'attellera au recueil des préoccupations, avis et recommandations des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous sommes conscients que les pays vivent vraiment une situation très difficile, mais qu'à cela n'y tienne, les contacts avec les structures de base, avec des Maliens de base à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, et pour nous imprégner des préoccupations réelles, les attentes, les besoins, les problèmes vraiment de la société, et pouvoir faire des bonnes propositions, pour des bonnes orientations à l'endroit de l'exécutif, et que la finalité, vraiment ces préoccupations soient vraiment gérées conformément aux attentes, aux problèmes vraiment des populations. C'est donc fini pour la 5e session extraordinaire. Place à présent aux travaux ordinaires du CESEC, toujours au service des populations. Voilà, renouvellement partiel du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et 13 nouveaux membres font leur entrée au bureau. Suivi des recommandations des assises nationales de la refondation, les membres du comité ont rencontré le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Les débats ont tourné autour de la mise en œuvre des recommandations qui concernent le département au nombre de 8. Occasion pour le ministre Diané d'édifier la délégation sur le point évoqué et sur la situation de l'EDM et de la SOMAGEP. Plus de détails avec Boubacar Bablentouri. Les membres du sincère FNR à la rencontre du chef du département en charge de l'énergie et de l'eau. L'exercice qui a duré 3 heures se veut un moyen de s'enquérir de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation au nombre de 8 pour le compte du 10 départements. Un cadre mis à profit par la délégation pour adresser certaines questions au ministre Diané. Nous voulons savoir quelle est la planification opérationnelle pour améliorer l'accès de ces populations, que ce soit en ville ou en campagne, l'accès à l'électricité, à l'eau potable dans ces différents endroits. Aujourd'hui, quel est le modèle d'affaires que vous allez soutenir? Est-ce que nous allons partir sur le tout solaire ou bien ce serait des technologies hybrides thermiques solaires? En réponse à ces interrogations, le ministre Diané a d'abord donné un certain nombre de statistiques. Le taux de croissance de la demande en électricité par an est de 10%. Si on prend le nombre d'abonnés, par exemple, pour EDM, en 2023, nous sommes à 906 903 abonnés, moins d'1 million. Alors que la dépense annuelle en combustible de EDM est de 28 milliards par mois. Par exemple, au mois d'avril passé, nous avons utilisé 28 milliards de francs CFA, uniquement dans le combustible. Si on prend l'eau, en 2024, l'accès à l'eau potable au niveau national est de 75,4%, pour un nombre d'abonnés à la SOMAGEP de 430 000. Il a ensuite présenté la situation de certaines centrales que dispose EDM SA à travers le pays. J'ai fait l'inventaire des centrales de production, on en a suffisamment. Si on mettait bout à bout toutes ces centrales-là, on les réparait, on aurait notre 24 heures sur 24. Voilà. Donc quand j'ai fait le tour, j'étais optimiste par rapport à la situation.
C'est pourquoi on a pu améliorer un peu. C'est 24 heures sur 24 qui est recherché, mais pour l'instant, il y a des contraintes qu'il faut qu'on ne peut pas atteindre tout ça d'abord, mais l'objectif, ce n'est que ça. Parce qu'on a suffisamment de centrales. Mais il faut en construire aussi. Enfin, le chef du département a également informé les membres du comité de suivi sur les efforts du gouvernement relatifs aux chantiers en cours. Le secteur de l'eau connaît des progrès grâce aux investissements consentis par le gouvernement, bien entendu, avec l'appui des partenaires techniques. Parmi ces investissements, on peut citer le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako, à partir de la localité de Kabala. Il y a le programme des œuvres sociales, qui le président a fait presque plus de 400 fourrages. Nous avons eu beaucoup d'informations avec le département qui consistent à réfléchir d'une façon très holistique en ce qui concerne la satisfaction des besoins de la population en électricité et en eau. Tout en exhortant le département à poursuivre la mise en œuvre des recommandations, les membres du comité ont félicité le ministre et son équipe pour les efforts consentis dans la desserte en eau et en électricité ces derniers temps. Et vous pourrez suivre le passage du ministre Diani ce soir dans Malikoura Tassira après ce journal. Fin de l'école de la citoyenneté 4e cohorte ici à Bamako et pendant 2 semaines, plus de 400 jeunes étaient réunis au Palais des Pionniers. Cette année, l'initiative a été élargie aux jeunes de l'AES et de la diaspora et vous avez certainement suivi sur nos antennes le passage des membres du gouvernement, des représentants du CNT, traditionnalistes et plusieurs autres personnalités afin de cultiver chez les jeunes l'esprit de patriotisme et de citoyenneté. Pour en parler, Abdul Karim Kaba. L'initiative à l'école de la citoyenneté est un programme qui se veut un cadre de construction d'un Mali nouveau, d'un Mali d'une croix. Au terme de 2 semaines, les participants à cette 4e cohorte se sont engagés à appliquer et à être des citoyens modèles dans la société. Oui, nous sommes les privilégiés de l'histoire et du Sahel. Réunis ici, nous avons vécu une véritable métamorphose de nos esprits. Le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, loin d'être une abstraction, ont désormais le visage burkinabé, malien et nigérien. On nous a appris à connaître et à défendre notre patrimoine commun, à faire de la cohésion sociale un rempart et de l'unité une exigence vitale. En procédant à la clôture de la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté, le ministre Fomba a invité les jeunes à rester debout pour bâtir la nation. Vous avez non seulement acquis des connaissances et des valeurs essentielles à la citoyenneté, mais vous avez fait un pas décisif vers votre engagement actif dans la vie de notre nation et de l'AIS. Je tiens à féliciter chaleureusement chacun d'entre vous pour votre détermination, votre sérieux et votre engagement tout au long de cette formation. Vous êtes désormais porteurs de valeurs fondamentales telles que la liberté, l'égalité, le respect des lois, qui sont des piliers de notre pays. Cette attestation n'est pas seulement une reconnaissance, mais c'est un symbole de votre responsabilité citoyenne. Il vous appartient désormais de faire vivre ces valeurs dans votre quotidien, de contribuer au développement de notre société et de promouvoir la paix et la justice. La citoyenneté, c'est la même chose. L'engagement, c'est la même chose. Le patriotisme, c'est la même chose. Il faut l'arroser tous les jours par des actes, par des comportements, par la façon de dire, de faire et la façon d'interagir avec les autres. Le major de la 4e cohorte est Ousmane Traoré de la commune 4. Il est suivi de Moussa Ouattara de Burkina Faso et Safra Ousmane Sissé de la commune 6. La prestation du serment a mis fin à la cérémonie de clôture de la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté. D'être citoyen de mon pays et je m'engage à en être digne. À l'école de la citoyenneté, vivement l'édition prochaine. La promotion et la protection de nos langues officielles, on en parle dans cette édition. Une rencontre a été initiée à cet effet par la Commission nationale de mise en œuvre de la loi organique sur les langues officielles. Il s'agit de poser les bases d'un plan de travail et répondre aux exigences de la loi organique. Un reportage Alpha Maïga.
C'est ici, dans les locaux de l'Académie des langues nationales, que se tient une grande rencontre dédiée à la promotion et à la protection de nos langues officielles. Ce sujet préoccupe particulièrement les autorités de la transition, comme en témoigne la création de la Commission nationale chargée de mettre en œuvre la loi organique sur les langues officielles. Le gouvernement du Mali, et à sa tête le général Assimi Goïta, ont pris la décision par la Constitution du 23 juillet 2023 de faire en sorte qu'à travers l'article 31 de la Constitution, que nos langues nationales sont devenues des langues officielles. Les valoriser, c'est-à-dire leur donner l'opportunité d'être des langues d'enseignement. Et c'est pourquoi il y a eu une loi organique qui détermine les conditions et les modalités d'emploi de ces langues comme langues officielles. Cette loi, elle est prise, mais elle ne doit pas rester dans les tiroirs. Il faut travailler là-dessus pour que les langues véritablement dans l'enseignement apprentissage du pays. Cette diversité linguistique reste un pilier fondamental de notre identité nationale et de grandes attentes sont attendues. Un plan d'action pertinent, percutant, pour que les langues puissent être réellement des langues officielles. Comment est-ce que l'administration publique peut utiliser ces langues? Comment est-ce que le citoyen lambda qui est aux confins du Mali peut parler et écrire sa langue, des langues du terroir, que ça contribue à notre développement endogène. Valoriser l'apprentissage des langues officielles dans les programmes de l'enseignement fondamental devient donc essentiel. Ainsi, chaque élève, de l'Adra des Iforas au Kénédougou, du Massina au Hatta, de la cité des 333 saints au Mandé, du Wassoulou à Ségou, des falaises de Bandiagara au Bélédougou, pourra se sentir respecté et soutenu dans sa langue et son identité. Les prestataires de santé peuvent désormais renforcer leurs capacités sans effectuer le moindre déplacement, cela grâce à la mise à disposition d'une nouvelle plateforme digitale dénommée Classroom to Care, qui signifie de la formation aux soins de santé. Le lancement a été fait ce vendredi au cours d'une cérémonie initiée pour la circonstance. C'est une initiative du département de la santé et ses partenaires. Elle s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet régional du même nom, couvrant le Mali, le Niger et le Sénégal. Tchemoro Konaté. Sur la plateforme d'apprentissage en santé. C'est une nouvelle plateforme digitale désormais au service des prestataires de santé. Il s'intitule Classroom to Care, une expression en anglais qui signifie de l'apprentissage aux soins de santé. Une innovation majeure en matière d'apprentissage destinée à renforcer les capacités des élèves, des étudiants et des praticiens qui en expriment les besoins. Cette plateforme incarne une vision intégrée, inclusive et durable de l'apprentissage. Compatible avec les environnements à connectivité limitée, elle offre un accès à des modules interactifs et contextualisés dans des domaines aussi variés que la gynécologie, la pédiatrie, les soins de santé communautaire, la santé des adolescents, les urgences obstétricales et néonatales ou encore la planification familiale. Ainsi, Classroom to Care se présente comme une avancée significative à l'actif du département de la santé et ses partenaires. Elle constitue une étape stratégique d'un projet régional du même nom, un projet qui, en plus du Mali, couvre le Niger et le Sénégal. Il est initié dans le but de combler les insuffisances qui existent en matière de couverture sanitaire. Le Mali, avec 6 agents de santé qualifiés pour 10 000, comparé à la recommandation de l'OMS qui est de 23 prestataires de soins pour 10 000 habitants, souffre d'une pénurie aiguë de ressources humaines exacerbée par une répartition inégale du personnel entre les zones urbaines et rurales, malgré les efforts constants déployés par les autorités du pays pour remédier à ce problème. Cette plateforme de formation en ligne permettra à des milliers de prestataires de soins de toutes les régions du Mali de renforcer leurs compétences, d'accéder à des contenus pédagogiques de qualité, de valider par les experts nationaux et aussi de rester à jour sur les bonnes pratiques cliniques sans quitter leur lieu de travail. Les conditions d'utilisation de cette nouvelle plateforme sont régies par le ministère de la Santé et du Développement social. S'agissant du projet, il est mis en œuvre par l'ONG IntraHealth International et couvre la période allant de 2022 à 2026. Orpaillage illégal sur le fleuve Niger, l'état-major général des armées hausse le ton. Plus de 200 dragues et plusieurs moulins détruits en 3 jours. Une opération coup de poing menée par la garde nationale pour protéger le fleuve et faire respecter la loi. Les détails dans ce reportage de Bokari Koulibaly avec le concours de la DIRPA. Après les mises en garde,
place à l'action. Face au refus des orpailleurs d'arrêter l'exploitation illégale du lit du fleuve Niger, l'état-major général des armées a décidé de passer à la vitesse supérieure. Plus de 200 dragues et 6 moulins ont été détruits lors d'une vaste opération baptisée Djoliba Sania. Lors de cette opération, la première journée, nous avons détruit 50 dragues. La deuxième journée, nous en avons détruit 72. Et la dernière journée a été la journée la plus fructueuse avec la destruction de 84 dragues et de 6 gros moulins. Naturellement, que ces dragues qui sont appelées Goudaï. Donc ce sont des gros porteurs qui sont installés sur le fleuve par des personnes de nationalité étrangère généralement et qui détruisent sérieusement les nids du fleuve. Cette opération conduite du 21 au 23 juillet a mobilisé le groupement d'intervention tactique Tama de la Garde nationale du Mali. Elle a concerné plusieurs localités, à savoir Bankoumana, Hamdallah, Kangaba, Balanza et Danga. Nous lançons un appel à tous ceux qui sont lancés dans ce genre d'activité, vraiment de se dégager de cela, parce que il y a des lois qui ont été votées par notre pays qui interdisent clairement le dragage et tout ce qui constitue ce genre d'orpaillage traditionnel. Mettre un terme à l'orpaillage clandestin et préserver l'hygiène du fleuve tout en protégeant les espèces aquatiques, c'est la ferme volonté des autorités. Elles se veulent fermes. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Les laxistes sont prévenus. Plateforme de dialogue national sur l'action anticipatoire, une initiative de la Croix-Rouge malienne. Elle vise à développer un mécanisme précoce face aux catastrophes liées aux effets climatiques et sanitaires. Le thème retenu est institutionnaliser l'action anticipatoire au Mali vers un cadre national durable et inclusif. Mariam Koulibaly. C'est dans la dynamique de réduire considérablement les impacts liés aux catastrophes que le présent cadre d'échange, de partage et de réflexion sur l'action anticipatoire est initié. Lorsque nous anticipons les crises, lorsque nous anticipons les aléas et les chocs, nous avons la chance de faire beaucoup plus d'impact, d'éviter la perte de vie, mais aussi d'éviter les pertes des moyens de vie. La Croix-Rouge malienne, c'est un vrai exemple particulièrement inspirant dans la sous-région. Elle a pu activer efficacement son plan de l'action anticipatoire en 2022, là où des autres pays ont rencontré des difficultés, faute de coordination avec les autorités. La mise en œuvre des actions anticipatoires n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. Ces approches permettent d'agir en amont des crises, à partir d'indicateurs prévisionnels fiables afin de réduire les impacts humanitaires, matériels et économiques des catastrophes. Le Mali, confronté à des aléas climatiques, à l'image des autres pays du Sahel, a enregistré en 2024 95 cas de décès, 154 cas de blessés et une importante perte économique liée aux inondations. Actualité AES direction Niger, et je le disais au début de ce journal, ouverture du symposium Africa Cert Handshake 25 au Palais des Congrès de Niamey. La sécurité numérique, la confiance en ligne ainsi que le renforcement de la coopération africaine étaient au centre de ce grand rendez-vous continental. Placé sous le thème Ensemble pour une Afrique numérique et sécurisée, cet événement a vu la participation de plusieurs personnalités. Le reportage de Ousmane Sani Abdou. Ensemble pour une Afrique numérique et sécurisée, c'est le thème retenu pour ce symposium de Africa Cert Handshake 25. Cet événement qui réunit à Niamey des experts de haut niveau pour échanger et discuter sur les défis majeurs liés à la cybersécurité numérique et à la coopération africaine en matière de cybercriminalité. Qui répondant aux enjeux inhérents à ce nouvel outil qui fait désormais partie de notre quotidien. Je vais dire le numérique.
Vos recommandations nous mèneront à la construction d'une Afrique numérique sécurisée et résiliente. Avant toute chose, il s'agit d'une exigence essentielle pour préserver l'identité africaine dans une Afrique d'espoir. Nous sommes honorés de l'opportunité, en ce moment où vous faites des pas décisifs vers l'intégration des technologies numériques dans tous les secteurs de la société, de l'économie et de l'administration, d'apporter notre modeste contribution. Occasion saisie par la directrice générale de l'Agence nationale pour la société de l'information de rappeler l'objectif de ce symposium qui vise à renforcer la sécurité numérique et développer la cyberdéfense. La sécurité numérique de notre continent ne viendra pas de l'extérieur. Elle se bâtira par nous et pour nous. Sous l'impulsion de nos plus hautes autorités, l'engagement du Niger dans cette bataille pour notre souveraineté numérique n'est pas une simple déclaration d'intention. Il repose sur une stratégie claire. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a insisté sur la nécessité de former les jeunes afin de garantir une souveraineté numérique. Nous allons compter sur vous pour que, au sortir de ce symposium, des propositions très concrètes qui permettront à notre confédération de consolider cette voie qu'il a choisie, que ces assises soient le théâtre de décisions audacieuses, donc, qu'elles marquent l'avènement d'une nouvelle ère de confiance et de puissance numérique pour notre continent. Et sur ce mot, je voudrais déclarer ouvert le symposium Africa 7, Handshake 2025, vive la coopération interafricaine. Ces grands rendez-vous africains du donner et du recevoir en cybersécurité est un levier de développement et de confiance pour toute la jeunesse. Pendant 3 jours, des experts débattront sur ce thème, ensemble pour une Afrique numérique et sécurisée. Puis après une visite guidée des stands a marqué la fin de cette cérémonie d'ouverture du symposium Africa CERT Handshake 25 à Niamey. Toujours au Niger, une rencontre du comité ministériel au développement de la Confédération des États du Sahel se tient sur l'opérationnalisation de la Banque confédérale de l'investissement et de développement, BCID-AES. Une nouvelle trajectoire vient d'être tracée, celle d'un développement pensé, porté et piloté depuis le Sahel. À l'issue des travaux, un communiqué final a été rendu public, compte rendu à Château-Bawa. Le 24 juillet 2025 s'est tenue à Niamey la réunion du comité ministériel développement de la Confédération des États du Sahel AES sur la poursuite des échanges en vue de l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier développement. Les ministres ont salué le leadership éclairé des chefs d'État de la Confédération qui œuvrent constamment pour la satisfaction des aspirations profondes de leur peuple, notamment en matière de développement. Ils ont souligné la clairvoyance des 3 chefs d'État pour leur décision de valider la feuille de route pilier développement en vue de la mise en œuvre accélérée des actions prioritaires retenues. Les ministres ont réaffirmé leur engagement ferme à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution de ces actions. Les ministres ont également passé en revue la situation socio-économique dans l'espace de la Confédération et recommandé à cet effet d'accélérer le processus d'opérationnalisation de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AES, BCID-AES. Ils ont convenu de procéder à la libération du capital de la banque dans les délais requis. Ils ont salué la mémoire des victimes civiles et militaires du terrorisme dans la région du Sahel et dénoncé vigoureusement tous les actes terroristes dans le Sahel et partout ailleurs. Enfin, les ministres ont exprimé leur satisfaction pour les importantes avancées enregistrées dans les domaines de la défense et sécurité, de la diplomatie et du développement depuis l'avènement de la Confédération, fait à Niamey le 24 juillet 2025. Voilà un communiqué lu par Alousseini Sanou, ministre malien de l'économie
Et des finances. Lancement au Burkina Faso du projet dénommé Zéro Zone Blanche. Il permettra à tout Burkinabé d'avoir accès au réseau de télécommunications d'ici à 2027. Plusieurs antennes de téléphonie mobile seront implantées à travers le pays. Les premiers sites sont déjà fixés. Le ministre en charge des communications électroniques était sur le terrain pour constater la fluidité de la communication au profit des bénéficiaires. Le reportage de Pinédié Nyanou. Si vraiment vous me permettez, je vais m'envoler en l'air comme ça. La joie de ce chef de village est partagée par l'ensemble de la population des deux villages. Une communication fluide rendue possible grâce à ces antennes téléphoniques implantées dans ces localités sur fond de subvention de l'État burkinabé. Le ministre en charge des communications électroniques est sur les lieux. En visitant ces deux sites, nous avons pu nous rendre compte qu'ils ont été bien installés, en tout cas sous réserve des tests approfondis et des mesures qui seront faites pour la réception. Nous avons constaté également que ces sites sont opérationnels, donc les populations ont déjà accès aux services. Elles peuvent aujourd'hui passer des appels et utiliser Internet. Nous avons également constaté après les échanges justement avec les populations qu'il y a des marges d'amélioration des services et nous avons interpellé les opérateurs qui nous accompagnent dans cette initiative pour que des actions soient prises afin qu'au-delà de l'installation de ces sites, de leur mise en fonction, que le service qui sera offert aux populations soit un service de qualité. Cette opération d'implantation des antennes téléphoniques sur l'ensemble du territoire est dénommée Zéro Zone Blanche au Burkina Faso. L'opération est lancée en 2024, a déjà couvert 100 localités sur 138 dans l'optique de couvrir tout le pays d'ici à 2027. 750 antennes de ce type sont en cours d'implantation. Nous refermons la page Actualité AS pour parler de cette visite du ministre de l'Élevage et de la Pêche au cabinet vétérinaire Label Vet à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Le cabinet vétérinaire Label Vet s'occupe de la médecine et de la chirurgie des animaux domestiques, mais aussi sert d'appui conseil aux éleveurs. Compte rendu Fadema Keita. Lors de la présentation des activités menées par les médecins vétérinaires copromoteurs du cabinet Label Vet et les auxiliaires vétérinaires géotechniciens, techniciens et agents techniques d'élevage, il ressort en plus des soins administrés aux animaux domestiques malades, dont des cas de fractures et de chirurgie. Ils ont procédé à 3324 vaccinations, pour la plupart contre la rage. Nous faisons ce qu'on appelle un examen clinique qui nous permet de poser un diagnostic. Des fois, avec les symptômes que l'animal manifeste, on peut poser ce qu'on appelle un diagnostic de certitude, mais il arrive des fois qu'on soit amené à aller vers des laboratoires pour des examens complémentaires. Un des problèmes majeurs qu'il déplore, c'est l'exercice du métier par des non-professionnels. Nous offrons des services dont les éleveurs ont besoin. Au-delà de l'aspect santé animale pure en tant que tel, soigner, opérer, faire des césariennes, faire tout ce que vous voulez, nous faisons ce qu'on appelle l'accompagnement. Nous sommes dans le développement de l'élevage. Le ministre les invite à persévérer dans l'excellence à travers les différentes activités. L'État continuerait d'être à vos côtés et nous sommes prêts à accompagner la collaboration confraternelle entre Label Vet et les services vétérinaires, la Direction nationale des services vétérinaires et ses structures déconcentrées, pour soigner les animaux et les protéger, sécuriser les prescriptions des médicaments vétérinaires, contribuer à la recherche et la formation et à l'encadrement des agents techniques, valoriser l'image de la profession et respecter son éthique et sa déontologie. L'appui conseil aux éleveurs. Très satisfait de leurs prestations, le ministre leur a offert des matériels de soins, des réfrigérateurs, des panneaux solaires et autres équipements de travail.
Les activités programmées en 2024 par l'ONEF, Observatoire national de l'emploi et de la formation, ont été exécutées à plus de 84% et le taux d'exécution budgétaire est de 93%. Ces informations ont été révélées à la 18e session ordinaire de la structure. Batraoré pour les détails. À l'ONEF, Observatoire national de l'emploi et de la formation, l'année 2024 est marquée par une multitude d'activités réalisées à hauteur de souhaits selon la direction générale de la structure. Les efforts ont surtout porté sur la publication du rapport national sur l'emploi au titre de l'année 2023, le rapport d'analyse situationnelle annuelle du marché du travail. La structure a aussi réalisé une étude prospective à l'horizon 2035 sur le marché du numérique portant sur les métiers des développeurs Big Data, cybersécurité et data scientists. Je me réjouis de vous annoncer que les rapports d'activité et financiers au 31 décembre 2023 font état de résultats encourageants, avec un taux de réalisation des activités de 84,2% et un taux d'exécution budgétaire de 93,5% sur 60,24% des ressources mobilisées. Cet élan devrait être maintenu pour l'année 2025 au vu des activités retenues. Pour l'année 2025, 44 activités ont été programmées. À la date du 30 juin 2025, 9 sont entièrement réalisées et 23 en cours d'exécution, avec un taux d'exécution budgétaire de 53,1% sur 41,6% des ressources mobilisées. En perspective, la structure explore de nouveaux horizons pour l'employabilité des jeunes. En 2024, nous avons réalisé une étude sur l'insertion et l'employabilité des diplômés en sciences économiques et de gestion pour voir quel est leur devenir sur le marché du travail. Donc au-delà de ça, cette année, nous avons programmé, on a été sollicité par le ministère de l'Éducation pour réaliser également une étude sur l'insertion et l'employabilité des diplômés de l'enseignement technique et professionnel. Le chef du département apprécie toutes ces réalisations, des réalisations qui visent à renforcer la gouvernance et la performance de l'ONEF dans l'atteinte de ses missions. Formation du personnel de l'aéroport de Kai-Dagdag, immatriculation et bornage du domaine aéroportuaire de San, ce sont quelques-unes des réalisations faites au titre de l'exercice écoulé par l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile. Des informations parmi tant d'autres rendues publiques au cours de la 37e session ordinaire du Conseil d'administration de la structure. Tiemoro Konaté. Contrôle et régulation des activités de l'aviation. Ainsi se résument les missions de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Pour mener à bien ces missions, la structure a accordé au titre de l'exercice écoulé une place de choix à la formation du personnel, conformément aux orientations déclinées dans le rapport annuel des performances. 21 agents ont été formés à l'extérieur pour une prévision de 21 agents. Quant aux formations locales, une prévision de 12 sessions de formation au profit des agents de sûreté. 12 sessions ont été réalisées au 31 décembre 2024. La gestion des ressources humaines, financières et comptables de l'Agence nationale de l'aviation civile pendant la même période affiche un taux d'exécution de 100%. À cela s'ajoute la réalisation d'infrastructures telles les travaux d'assainissement complémentaires de l'aéroport de Kai-Dagdag, l'immatriculation et le bornage du domaine aéroportuaire de San, la réhabilitation de l'aéroport de Tombouctou et l'acquisition de 20 télescopes pour le contrôle des véhicules. L'état d'exécution du budget au 31 décembre 2024 se présente comme suit. En recette, pour une prévision annuelle de 7 340 510 924 francs, les émissions au 31 décembre 2024 se chiffrent à 7 313 085 967 francs, soit un taux de réalisation de 99,63%, pendant que les recouvrements pour la même période s'élèvent à 97,58%. En dépenses, pour une prévision annuelle de 7 340 519 924 francs CFA, les dépenses au 31 décembre 2024 se chiffrent à 4 825 856 504 francs CFA,
soit un taux d'exécution de 66%. Cette dynamique, souligne le directeur général de l'ANAC, sera étayée pour maintenir l'équilibre au sein de la structure. L'amélioration continue bien sûr des infrastructures aéronautiques, l'opérationnalisation de la compagnie nationale Mali Airlines SA, la desserte de notre pays par la compagnie Caire, une compagnie étrangère congolaise, Congo-Brazzaville, la perspective que Sky Mali, qui est une compagnie privée malienne, puisse desservir aussi le Gabon et le Congo. En dépit des performances des insuffisances demeurent, notamment la baisse des mouvements d'avions à hauteur de 18% en 2024. Le trafic des passagers a aussi connu une baisse de 7,7%. Ainsi, cette 37e session ordinaire du conseil d'administration de l'ANAC offre l'occasion aux administrateurs d'examiner les documents à eux soumis en vue d'apporter des amendements. Au Mali, la sous-représentativité des femmes au niveau de Médecins sans frontières se pose encore. Constat, moins de 5% occupent des postes de responsabilité. C'est pourquoi les femmes se sont engagées pour inverser la tendance dans les structures de Médecins sans frontières et dans les services de santé au Mali et au Niger. Reportage Inaba. Cet atelier s'inscrit dans la continuité des initiatives menées depuis 2024 pour renforcer la place des femmes dans l'action humanitaire. Durant 3 jours, les participants venus du Mali, de la Guinée, du Bénin, du Niger et de la France vont échanger sur les obstacles que les femmes rencontrent dans leur parcours. Si on a priorisé Mali et Niger, c'est la part d'un constat alarmant. C'est effectivement pour dire que il y a bien sûr cet écart-là entre hommes et femmes, la sous-représentativité de femmes. C'est pourquoi MSF a jugé bon de commencer dans ces 2 pays et voir l'impact de ça. Après, on verra si on peut élargir dans d'autres missions. Malgré la loi 052, la sous-représentativité des femmes dans les instances de prise de décision se pose toujours dans notre pays. Et Médecins sans frontières ne fait pas exception à la règle. Je pense que aujourd'hui, beaucoup a été déjà fait. Le Mali vient de très loin. Dans les institutions, vous allez trouver en tout cas la proportion de femmes dans les 10 dernières années. C'est beaucoup fortement amélioré. Et nous avons aussi, même dans certaines de nos structures, qui ont en charge l'animation de la santé communautaire, sont présidées par des femmes. Et dans ces structures-là, nous voyons que les indicateurs de santé sont véritablement à hauteur de souhait. Pour rappel, Médecins sans frontières est une association médicale humanitaire internationale créée en 1971. L'organisation intervient dans près de 70 pays dans le monde. Elle apporte son secours aux populations en détresse et aux victimes de catastrophes. La coordination nationale des organisations paysannes a remis des équipements de production et de commercialisation à 36 coopératives des fédérations nationales des femmes rurales et des jeunes ruraux d'une valeur de plus de 67 millions de francs CFA. Ces matériels vont sans nul doute permettre de renforcer les capacités opérationnelles des bénéficiaires. Reportage sur Manakamisoro. Elles sont au total 32 coopératives des fédérations nationales des femmes rurales et des jeunes ruraux à bénéficier de ces équipements de production et de commercialisation, essentiellement composés entre autres des moissonneuses-batteuses, des moulins, des réfrigérateurs, des panneaux solaires et des tricycles. Ces équipements visent à améliorer la productivité agricole des bénéficiaires. L'intervention vise à répondre à la nécessité de renforcer le rôle moteur de la population bénéficiaire dans la consolidation d'un système alimentaire qui garantit non seulement l'accès à une alimentation adéquate, de qualité et suffisante, mais qui promeut également la capacité de décider comment et quelle manière elle est produite. En intégrant l'ensemble de la population et en promouvant un système égalitaire, équitable et durable dans un contexte de crise multisystémique et de changement climatique. Des montants de plus de 67 millions de francs CFA, ces matériels permettront à coup sûr de renforcer les capacités opérationnelles des bénéficiaires. Grâce à notre partenaire Mounibat qui a financé ces matériels-là pour que les femmes puissent avancer aujourd'hui,
Ça va permettre aussi de réduire nos travaux champêtres, nos travaux domestiques aussi. Et ça va augmenter nos revenus aussi. Le mot que nous avons à dire aux jeunes, c'est de prendre vraiment soin de ces matériels, de l'entretenir comme ça se doit et enfin qu'on puisse aussi mettre à l'échelle vraiment ces initiatives à d'autres qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de ces matériels-là. Cette cérémonie de remise s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un projet dénommé « Projet de renforcement du collectif des femmes et des jeunes dans la consolidation d'un système alimentaire agroécologique, inclusif et résilient au changement climatique ». Après la dissolution du conseil communal de Tombouctou en mars 2025 suite à des irrégularités dans la gestion, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a procédé à la nomination d'une délégation spéciale le 17 juillet dernier pour conduire la destinée de la mairie de la commune urbaine de Tombouctou. Cette nouvelle équipe de 7 membres, dont 2 femmes, est dirigée par Yaya Tandina. Reportage Najim Babasissé et Maouloud Tandina. La mairie de la commune urbaine de Tombouctou est désormais administrée par une délégation spéciale suivant l'arrêté 2025-2795 MATD du 17 juillet pour conduire les affaires de la commune. Le bilan des activités menées courant cette période de gestion des affaires courantes. Il s'agit entre autres du dégrapissement des occupants anarchiques aux alentours des écoles et cimetières, du désengorgement de la voie publique et spécifiquement des marchés de la commune, le recouvrement des ressources propres de la collectivité s'élevant à un montant de 36 536 250 sur cette période de gestion. Après la cérémonie protocolaire d'installation suivie de la remise de l'écharpe, le préfet salue la dynamique enclenchée par le secrétaire général. Mes sincères remerciements à l'équipe chargée d'expédier les affaires courantes de la commune urbaine de Tombouctou pour les résultats tangibles. Quant aux nouveaux membres de la délégation spéciale, je vous invite à relever les défis du moment pour mieux mériter la confiance des autorités et de répondre aux attentes bien légitimes des populations. Cette délégation spéciale se compose de 7 membres, dont 2 femmes, dirigées par Yaya Tandina, bien imprégnée des défis et perspectives de l'heure. C'est la ville de Tombouctou, la commune qui doit abriter un événement spécial. Imaginez 19 régions, plus le district de Bamako, que Tombouctou doit accueillir. Absolument, il faut des hommes tenaces, à la hauteur capables de mobiliser non seulement les ressources, mais aussi les ressources humaines. Et ensuite rendre Tombouctou toute sa coquetterie d'antan. Cette équipe vient ainsi rallonger la liste des délégations spéciales de la commune urbaine à 10 dès sa création à nos jours. Une ambiance féerique a couronné cette cérémonie d'installation. Et à 140 jeunes en fin de formation ont reçu des kits d'installation. Ils ont reçu des formations en construction métallique, coupe et couture, mécanique d'engins à 2 ou 3 roues et la saponification d'une valeur de 19 millions de francs CFA. 200, le reportage de Driss Akone. Ce sont 40 jeunes en fin de cycle au centre de formation professionnelle Don Bosco, implanté dans la paroisse de Touba, qui reçoivent ici leur kit d'installation. Ces formations ont duré 3 ans pour 30 jeunes en construction métallique, mécanique d'engins à 2 et 3 roues, coupe-couture et 3 mois pour 10 jeunes filles en saponification. Ce kit se compose de 8 postes à souder autonomes, moteur diesel, avec accessoires complets. 13 caisses à outils métalliques équipées de clés et outillages spéciaux. 10 machines à coudre complets et accessoires. 10 kits d'ustensiles de saponification accompagnés de produits de fabrication de savon. Valeur totale de la donation, 19 millions de francs CFA. Et nous sommes très heureux de recevoir ces matériels. Nous allons être les premiers à nous installer au village pour rendre service à la population. Ces matériels vont nous permettre de nous prendre en charge, d'être autonomes, de nous servir et de servir les autres. Ces kits ne sont pas seulement des fournitures, mais un symbole fort de notre engagement salésien pour votre avenir, un investissement
dans votre éducation et votre développement personnel. L'activité entre dans le cadre du projet Renforcer les jeunes grâce à une formation professionnelle et de qualité pour l'emploi. Il est mis en œuvre par la communauté salésienne de Touba à Dafo, Mali et financé par Bosco Global espagnol. Lancement à Gao de l'association Mali Tlekoura, c'est une association qui œuvre pour accompagner la transition dans sa démarche vers le développement, la paix et la cohésion sociale, mais aussi la souveraineté du Mali. Reportage à Liutrissa Maïga. Ils ont pris d'assaut la salle de conférence du conseil régional de Gao. Eux, ce sont les membres de l'association Mali Tlekoura, qui veut dire un nouveau soleil brille sur le Mali. Ils sont venus pour le lancement officiel des activités de l'association dans la région de Gao. Notre soutien sans réserve à notre transition, avec en sa tête le général d'armée Assimi Goïta, nous soutenons notre courageuse armée qui, dans le sang, la sueur et parfois dans le silence du sacrifice, défend chaque jour l'intégrité de notre territoire, la sécurité de nos populations et l'honneur de notre drapeau. À ce jour symbolique, nous ne faisons pas qu'installer une structure. Nous enracinons l'espoir, nous portons un flambeau, nous jetons les bases d'une jeunesse engagée au service de la patrie. Mali Tlekoura, qui a ses coordinations dans toutes les régions et même au niveau de la diaspora, entend relever les défis avec la participation de tous. Gao, capitale morale de la cohésion sociale et de l'union sacrée. La transition ne réussira pas si le peuple ne la soutient pas. Si nous ne l'accompagnons pas, la comprendre et la protège. Et c'est le rôle de l'association Mali Tlekoura. L'association, déjà, son nom a tout dit. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est du concret pour un Mali fort et debout. La remise du mandat au secrétaire général et la présentation du bureau régional ont marqué la cérémonie de lancement de l'association Mali Tlekoura à Gao. Nous vous l'annoncions, renouvellement partiel du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel. 9 nouveaux membres font leur entrée au bureau au lieu de 13 précédemment annoncés. Nouvelle sportive, l'Afro-Basket féminin Côte d'Ivoire 2025, c'est du 26 juillet au 3 août à Abidjan. Le Mali est dans le groupe B avec comme adversaire au premier tour le Soudan du Sud le samedi 26 juillet à 21h30 et le Cameroun le lundi 28 juillet à 21h. Tous les matchs du Mali sont à suivre en direct et en exclusivité sur ORTM2. Le dernier sacre des Aigles du Mali dans cet Afro-Basket féminin date de 2007 à Dakar au Sénégal. Nous voici au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le savoir n'est utile que s'il sert à faire du bien. Celui qui écoute avec humilité apprend plus que celui qui parle avec orgueil. Conseil de nos grands-pères à méditer. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir.